Binge Audio. Attention, cet épisode traite de sujets pouvant être douloureux. Si vous êtes en détresse, si vous avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114, un numéro d'appel gratuit, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ou aller sur le site 3114.fr. En faisant du tri dans ma chambre d'ado il y a quelques mois de ça, je suis retombé sur une compilation que j'avais faite à la grande époque des CD gravés, dans les années 2000. Une compile avec plein de morceaux plutôt liés à la scène grunge, ce petit moment de l'histoire du rock dans les années 90, où les groupes à guitare étaient en tête des charts. Des groupes qui s'appelaient Pearl Jam, Alice in Chains, Mudhoney, Soundgarden et surtout Nirvana. Ladies and gentlemen, Nirvana. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est le titre que j'avais donné à ma fameuse compile. J'avais écrit en grosses lettres majuscules au feutre noir « I hate myself and I want to die ». Je me déteste et je veux mourir. Cette phrase, je l'avais piochée non pas dans des pensées suicidaires adolescentes, mais dans la discographie de Nirvana justement. C'est le nom d'une chanson, un inédit enregistré en même temps que le dernier album du groupe, In Utero. La légende veut que l'album d'ailleurs devait s'appeler à l'origine comme ça. Je me déteste et je veux mourir. Moins d'un an après l'avoir enregistré, en avril 1994, Kurt Cobain, le leader du groupe, s'est suicidé. Alors rétrospectivement, voir cette phrase écrite de ma main d'ado, ça m'a questionné. Est-ce que, inconsciemment, je me suis laissé séduire à l'époque par une forme de romantisation du suicide de Cobain ? Est-ce que le récit construit autour de sa figure d'artiste maudit s'est logé dans mon cerveau et donc, potentiellement, dans celui d'une bonne partie des gamins de ma génération ? Et puis par ailleurs, quel effet ce genre de truc peut produire sur celles et ceux qui sont potentiellement les plus fragiles ? C'est sur cette piste que vont nous emmener les 2 prochains épisodes réalisés par Pauline Lagache. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rozek, et voici Je veux pas finir comme Kurt Cobain. Épisode 1. Having sold over 1 million records in 6 weeks, they're straight in at number 9. Here's Nirvana with Smells Like Teen Spirit. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far. Kurt Cobain foi encontrado morto na sua residência de Seattle, no estado do Kurt Cobain est mort à 27 ans. Il s'est apparemment suicidé en se tirant une balle dans la tête. Pour les gens qui suivaient la musique, c'était un groupe super important parce qu'ils avaient eu un succès assez phénoménal en 91-92, donc avec Nevermind. Le succès est vraiment arrivé en 92. Lélo Jimmy Battista, journaliste à Libération. Ça a aussi ouvert la porte à plein de groupes. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste le succès d'un groupe, c'est vraiment le succès de toute une espèce de scène qui est devenue d'un coup passée quasiment, on va dire, pour schématiser, de l'underground au mainstream, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis voilà, donc en fait quand il s'est suicidé, c'était quelque chose d'assez violent, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui a été vraiment reçu de manière assez intense par les gens à l'époque, quoi. Enfin, je parle, moi à l'époque, quand il est décédé, j'avais une petite vingtaine d'années. C'était, ouais, voilà, enfin, on arrivait, que ce soit au lycée ou à la fac, selon les âges qu'on avait, les gens étaient vraiment très touchés, quoi. C'est assez particulier. Et c'était pas vraiment attendu. Enfin, c'est assez particulier parce que il y avait déjà eu des rumeurs de lycée. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, genre, ah, t'as entendu la nouvelle, Kurt Cobain a fait une overdose, il est mort. C'est un truc qui arrivait souvent. C'était vachement les rumeurs de couloir. Toi, t'es là, non mais attends, c'est bon. Moi, je suis l'actualité de ces choses-là. Non, il est pas mort. C'est des conneries. C'est encore une rumeur. Et quand c'est vraiment arrivé, c'était bizarrement assez inattendu, quoi. Il y avait déjà eu plusieurs overdoses, etc. Mais le décès, enfin le suicide en tout cas, c'était vraiment un truc assez waouh, quoi. Et c'est vrai que pour en avoir parlé avec beaucoup de gens après, soit autour de cette époque-là ou beaucoup plus tard, tout le monde à peu près se souvient assez précisément
du moment où c'est arrivé. Je sais qu'à Paris, beaucoup de gens m'ont parlé d'un concert où ils étaient, je crois que c'était Soundgarden qui jouait à l'Élysée-Montmartre, me semble-t-il, ce soir-là, et qui l'ont annoncé pendant le rappel. Enfin, c'était un assez gros choc dans la salle, quoi. On peut imaginer, en plus, c'était vraiment l'endroit le plus presque approprié pour ça, quoi. Mais oui, non, c'était un truc qui avait beaucoup touché les gens, et que ce soit vraiment les gens qui suivaient complètement cette musique-là comme moi, ou bien des gens qui étaient juste des fans occasionnels, on va dire, de cette musique-là, parce que Kurt Cobain à ce moment-là était très connu, donc on ne pouvait pas ne pas en passer à côté, quoi. Quand même recontextualiser, 1990, 94, donc Kurt Cobain, Clément Guillet, 27 ans, psychiatre à l'hôpital de Dijon, auteur d'une thèse sur la contagion suicidaire. Il est le leader de Nirvana, qui est un des groupes les plus connus. Donc c'est vraiment une star mondiale. Il est à l'acmé, à l'apogée de sa célébrité en fait, à ce moment-là. Et surtout, il s'adresse à un public de jeunes, de heavy metal notamment, ou de grunge, on va dire, qui est particulièrement fragile. Voilà. Donc du coup, il y a vraiment une crainte des imitations. En France, il y a une imitation. Et il y a des jeunes qui se sont suicidés en faisant clairement référence à lui. Et aux États-Unis, là où on pouvait s'attendre à ce que ce soit le pire, et ben finalement, il n'y a pas eu d'effet Werther, effectivement. Arrivé ici, il faut qu'on fasse un petit point de définition sur ce terme. L'effet Werther. C'est un phénomène dit de contagion suicidaire, c'est-à-dire de suicide par imitation. Le nom Werther vient d'un livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, un livre de 1774 qui est un énorme succès à l'époque. C'est une des œuvres fondatrices du romantisme. C'est l'histoire d'un jeune homme qui enchaîne les désillusions amoureuses et qui finit par mettre fin à ses jours. À l'époque, le succès du livre a installé l'idée qu'il pouvait conduire des jeunes gens fragiles au suicide par imitation du personnage. Il y a même des rapports faisant état de personnes suicidées sur lesquelles étaient retrouvées des pages recopiées du livre, de suicidés habillés comme le héros du roman, etc., etc. Ça a même conduit à son interdiction temporaire pour endiguer le risque de contagion. Ceci étant dit, c'est bien plus tard, au XXe siècle, que l'effet Werther en tant que phénomène psychologique a été mis au jour. Quand est-ce qu'a été découvert l'effet Werther ? Clément Guillet. Ça a été découvert en 1974 par David Phillips, qui est un sociologue et qui avait étudié la mort de Marilyn Monroe. Il s'était aperçu que la star, pareil, qui était à l'apogée de sa gloire, qui se suicide, eh bien, elle va entraîner une augmentation de 12% des suicides aux États-Unis et donc 40% à Los Angeles. Mais ça dure vraiment dans les semaines qui suivent sa mort. L'identification qu'on peut avoir à une célébrité, elle est double. Elle est à la fois verticale, c'est quelqu'un qui est célèbre, connu, qu'on admire en fait, par la gloire qu'elle a, la richesse qu'elle peut avoir, la créativité qu'elle a, etc., qu'on peut admirer. Donc on a envie d'imiter en se disant c'est quelqu'un qui est positif. Et en même temps, on a une identification qui est horizontale, c'est-à-dire que cette personne me ressemble. Elle vient aussi du même milieu. Elle est jeune comme moi. Elle me parle, en fait, tout simplement. Donc cette double identification, à la fois verticale et horizontale, elle donne envie d'imiter et de suivre. Donc ça peut être pour des choses comme une coupe de cheveux ou une mode vestimentaire ou des achats de CD, etc. Mais ça peut être aussi terrible pour ce qui est de consommation de drogue ou voire de suicide. Donc cette double identification, elle va entraîner les imitations. Donc oui, on s'identifie à des proches, à des gens qu'on admire dans la vie quotidienne, mais on s'identifie aussi à ces relations parasociales. En fait, c'est pas des relations sociales dans la vie de tous les jours qu'on croit, ce sont des relations quand même, mais médiatisées. Donc oui, il y a une vraie identification qui peut être faite aux stars, bien sûr. Le décès de Kurt Cobain a cela de particulier et assez emblématique, puisque dans 2 études notamment, dans les pays anglo-saxons en particulier, il n'a pas été retrouvé cet effet de contagion suicidaire au moment du décès de Kurt Cobain. Héloïse Bajou, journaliste, consultante au sein du programme Papageno, un programme de recherche porté par l'hôpital de Lille. Et en France, on retrouve 2 décès après le suicide de Kurt Cobain. Donc un effet qui est un petit peu différent, mais qui s'explique, puisque ce qui crée cet effet Werther, c'est vraiment la manière dont on parle du suicide. On peut induire un effet de contagion, mais aussi on peut ne pas en induire du tout, voire on peut induire au contraire un effet de protection et de recours aux ressources, aux soins, à l'aide, qu'on appelle l'effet Papageno et sur lequel nous on travaille au programme. Petite parenthèse, si vous vous demandez pourquoi Papageno ? Eh bien tout simplement parce que dans l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée, le personnage, Papageno, est dissuadé de se donner la mort lorsque des anges apparaissent et lui rappellent qu'il existe des alternatives et qu'il a d'autres choix que celui de se suicider.
La catastrophe, elle n'a pas eu lieu parce que donc c'est un effet qui est connu depuis longtemps et en fait il se trouve que les associations de prévention du suicide ont de suite vu le risque et Courtney Love notamment s'est fait accompagner par ces associations pour éviter dans la presse de véhiculer tous les éléments qui sont à risque. Les éléments qui sont à risque, c'est quoi ? C'est souvent tout ce qui va permettre l'identification et pour les personnes qui sont vulnérables à cet effet Werther, qui sont en état dit de crise suicidaire, tout ce qui pourrait être des déclencheurs, des prises de conscience que, en fait, le passage à l'acte, ils ont tout ce qu'il faut à portée de main et qui s'identifient à la situation. Donc ça va être les modes opératoires, par exemple, le fait de véhiculer l'idée, la fausse idée, le préjugé qu'il y a une causalité unique au suicide, qu'on se suicide par exemple parce qu'on est toxicomane ou parce qu'on vient de se faire plaquer ou parce qu'on a des difficultés financières. À partir du moment où on associe un passage à l'acte suicidaire avec une causalité unique, déjà, on véhicule une fausse information et en plus, on laisse croire aux personnes qui vivraient des souffrances similaires que le seul moyen pour s'en sortir, ce serait de se suicider. Donc ça peut être des effets. Donc un traitement médiatique qui a été différent parce que Courtney Love était accompagnée, mais aussi malgré tout un encadrement, alors je sais plus si c'était le cas à l'époque, mais un encadrement, en tout cas à l'heure actuelle juridique, qui est différent, avec dans les pays anglo-saxons souvent des lois qui obligent les rédactions, les journalistes, à mettre des numéros ressources dans les articles qui traitent du suicide. Nous, on n'a pas ça du tout en France puisqu'on a une culture journalistique qui est différente, mais dans les pays anglo-saxons, c'est obligatoire. Mais Kurt Cobain, c'est un excellent exemple parce qu'il y a effectivement le risque, c'est de créer une certaine forme de mythologie. Charles-Édouard Notre-Dame, autour du suicide. Psychiatre, secrétaire général du GEPS, le groupement d'études et de prévention du suicide. C'est comme si le suicide venait parachever un parcours effectivement empreint de torture de l'âme, mais d'une torture de l'âme qui soit romantique, qui soit là aussi transcendantale, qui participe d'une forme de créativité et qu'on puisse admirer. Ce qui était très intéressant avec le suicide de Kurt Cobain, c'est qu'au décès de Kurt Cobain, Courtney Love est intervenue pour dire à quel point, effectivement, pour resituer cette forme de prosaïsme de la souffrance, en fait, de dire, en fait, non, il était juste malade, quoi. Il était mal, il avait de la souffrance, et au quotidien, ça se traduisait comme ça, et c'était pas beau, c'était pas transportant, c'était pas libérateur, c'était juste de la souffrance. Et il y a le responsable du centre de crise de Seattle qui est aussi intervenu pour dire, en fait, vous pouvez vous faire aider. Et si vous avez de la détresse, vous pouvez vous faire aider. Ben, on sait qu'à Seattle, il n'y a pas eu d'augmentation des taux de suicide. Et ce qu'on suppose aussi, c'est qu'il y a d'autres endroits du monde où on n'a pas fait cet effort-là, notamment en France, ou dans la francophonie, et il y a eu une légère augmentation des taux de suicide après le suicide de Kurt Cobain. Donc en fait, ce qui est vraiment déterminant, c'est la façon dont on parle des choses. Pendant trop longtemps, on a été dans un truc d'idéalisation de ça, quoi, de mythologie, quoi. Lélo Jimmy Baptiste. Et ce qui est quelque part parlant et qui peut justement expliquer à quel point ce milieu-là peut être extrêmement violent, c'est de montrer les différents mécanismes et les différentes étapes par lesquelles on arrive à une telle extrémité. J'avais fait un long papier sur Michael Hutchence d'Inexcess, et lui, typiquement, ce qui était intéressant dans ce papier-là, c'était aussi pour ça que je voulais le faire, c'est qu'il a eu un suicide quand même particulièrement sordide, puisqu'il est mort pendu à la poignée de porte de sa chambre d'hôtel. France 3, le 22 novembre 1997. Le groupe Inexcess est aujourd'hui orphelin. Son chanteur, Michael Hutchence, a été trouvé pendu avec une ceinture dans une suite du Ritz de Sydney. Nos investigations sont terminées. Nous avons en notre possession une ceinture en cuir. Elle va être analysée. Mais apparemment, dans cette affaire, il n'y a pas de circonstances suspectes. En disparaissant ainsi à 37 ans, il rejoint la légende d'un autre rocker, Kurt Cobain. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir tout le mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un terreau très fertile. C'est-à-dire que voilà, il avait toutes les étapes de sa carrière montrent que à un moment ou à un autre, ça pouvait flancher parce que justement, c'était quelqu'un qui était très frustré déjà artistiquement parce que il a eu beaucoup de succès, mais au milieu des années 80, quand il a commencé à avoir du succès, il était très frustré par le fait qu'en fait, ils avaient surtout ils avaient une image de groupe pop et un public qui était un public pop, donc un public de jeunes adolescentes. Il était un peu frustré par rapport à ça parce qu'il voulait avoir un public plus exigeant, enfin être approuvé par un public plus exigeant parce qu'il cherchait l'approbation. Et en fait, plus tard, il a
il s'est rendu compte qu'il était prisonnier du succès parce qu'ils ont eu un énormissime succès. Il faut savoir que Excess fin 80, c'était l'équivalent de Madonna et Michael Jackson, c'était vraiment ça, quoi. Et à ce moment-là, il a fait non, mais là, je suis prisonnier de ce truc, je vais être obligé de rester une pop star dans ce groupe, mais je vais faire un groupe à côté avec un pote à moi. Et il a fait un projet qui s'appelait Max Q en 89, qui était un peu une tentative de faire quelque chose de plus, entre guillemets, underground. Le disque est pas honteux, hein, mais c'est surtout qu'en fait, on lui a mis des bâtons, son management lui a mis des bâtons dans les roues pour pas qu'il en fasse la promotion, pour pas que ça vienne faire de bruit sur son autre carrière qui était plus profitable, et surtout qu'il faisait bosser énormément de gens. Donc, et c'est ça le truc, c'est quelque part, quand tu te retrouves dans une machine comme ça, tu fais bosser des dizaines et des dizaines de gens et t'as pas intérêt à t'arrêter parce que tu traînes derrière toi des tas de gens. Et lui, il s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est-à-dire que dès début des années 90, il se disait mais voilà, je vais être obligé de continuer. Moi, j'en ai plus tellement envie, mais je peux pas laisser tomber tous ces gens-là autour de moi. Et puis, très vite, tu te mets dans un mécanisme, et puis, t'en sors plus. Et lui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ça qui ruminait, qui a joué. Après, il y a eu des problèmes aussi purement perso qui sont venus se rajouter là-dessus. Et puis après aussi la disparition du succès qui est arrivée également dans les années 90. Donc tout ça, c'est ça qui est intéressant de montrer, c'est-à-dire que voilà comment il a pu en arriver là à cause de toutes ces petites choses-là, quoi. C'est pas un espèce de suicide romantique, un acte où on se dit voilà, c'est fini pour moi, je sors, ciao les gars. Non, c'est vraiment une longue descente. En gros, pour simplifier, Héloïse Bajou, journaliste. Le suicide en tant que geste, le geste suicidaire, arrive à un moment d'un processus d'événements qui s'accumulent tout au long de la vie, qu'on appelle des événements d'adversité. Quand tout va bien, on rencontre un événement d'adversité dans la vie. Dans notre tête, on se fait plein de scénarios pour savoir comment est-ce qu'on va tenter de le résoudre. Donc, par exemple, un exemple tout bête, je ne suis pas satisfait au travail, j'ai un encadrement qui est harcelant. Je vais regarder les formations, je vais regarder les offres d'emploi, je vais réfléchir à d'autres modes de financement pour pouvoir subvenir à mes besoins, etc., etc. Sauf que au cours de la vie, si on se confronte à un événement d'adversité, qu'on met en place une solution et que cette solution échoue, on va la mettre de côté. Ce qui fait que si des événements similaires se reproduisent, on aura moins de scénarios. Et au fur et à mesure comme ça, le nombre de solutions possibles se réduisent et en plus, on commence à nourrir des idées d'inefficacité, on commence à se déprécier, on commence à se trouver nul, etc., etc. Et si tous ces événements d'adversité se reproduisent, si on est confronté à plein d'événements d'adversité comme ça au cours de sa vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, etc., etc., ça peut conduire à une dévalorisation très profonde, au départ à ce que les gens appellent souvent les idées noires. Donc c'est je suis vraiment trop nul. Si je partais, personne s'en rendrait compte, je manquerais à personne. Et puis, au fur et à mesure, s'il y a encore d'autres événements comme ça malheureux qui arrivent, on peut en arriver au point où la souffrance est telle que la personne commence à se dire tiens, là, si je disparaissais, je manquerais à personne. Si je précipitais ma voiture contre le parapet, voilà, toute ma souffrance serait terminée. Et là, on commence à arriver à ce qu'on appelle vraiment des idées, un scénario suicidaire et à la crise suicidaire. Et c'est vraiment à ce moment-là que la rencontre d'une personne qui est dans cette crise suicidaire et un contenu qui peut à la fois lui faire se dire que au final le suicide pourrait être une solution pour mettre fin à ses souffrances et qu'en plus elle a un mode opératoire à portée de main, peut être catastrophique. Je n'ai plus ressenti d'excitation à écouter de la musique, ni même à en créer depuis maintenant trop d'années. Je me sens coupable de tout cela, bien au-delà des mots. Lettre de suicide de Kurt Cobain, retrouvée en avril 1994. Par exemple, lorsque nous sommes en coulisses, que les lumières s'éteignent et que les hurlements frénétiques de la foule commencent à se faire entendre, cela ne me touche plus autant qu'un Freddie Mercury qui semblait adorer et se délecter de l'amour et de l'adoration que cette foule lui témoignait, ce que j'admire et envie totalement. Le fait est que je ne peux pas vous tromper, aucun d'entre vous. Cela n'est honnête ni pour vous, ni pour moi. Le pire crime auquel je puisse penser serait de duper les gens en prétendant que je m'amuse encore à 100%. Parfois, j'ai l'impression que c'était comme si je pointais avant de monter sur scène. J'ai de la veine, beaucoup de veine, mais dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à haïr l'être humain en général.
simplement parce que ça semble si facile pour les gens qui ont de l'empathie de bien s'entendre, seulement parce que j'aime trop les gens et que je me montre trop compatissant envers eux, je crois. Je vous remercie tous, depuis le gouffre brûlant de mon estomac nauséeux pour vos lettres et l'intérêt que vous m'avez accordé ces dernières années. Je suis un gosse, trop erratique et trop instable, je n'ai plus de passion. Alors rappelez-vous, il vaut mieux brûler franchement que s'éteindre à petit feu. Est-ce que pour éviter tout ça, la solution ce ne serait pas de ne pas en parler du tout ? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas encore pire ? Comment faire pour réussir à informer, à raconter ces histoires qui méritent de l'être sans tomber dans tous ces travers ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans le prochain épisode.